L'histoire, la légende de Sainte-Geneviève, commence ici à Nanterre, cité ancestrale. Les hommes s'installent et honorent leur Dieu à l'emplacement même où l'archevêque de Paris pose la première pierre de l'église en 1925. Dédié à Sainte-Geneviève, né ici même, le bâtiment est destiné aux grandes cérémonies et aux pèlerinages. De l'ancien édifice, on ne conserve que le clocher du XIVe siècle, classé au titre des monuments historiques en 1975. L'abbé Froidevaux, représenté ici par Maxime Réal Delsartre, confie l'édification de l'église à Georges Pradel. Entre deux guerres, les financements sont rares, mais la volonté d'édifier un bâtiment original, inspiré des anciens, est forte. Pour en décorer l'intérieur, l'architecte fait appel à son ami Paul-Albert Baudouin, élève de Puvis-de-Chavannes et professeur fresquiste à l'École des Beaux-Arts. Décoré d'une médaille d'or à l'exposition universelle de 1889, il peint la même année Le Soir à Paris, dans la galerie Lobau de la mairie de Paris, ainsi que la voûte de l'hémicycle du Petit Palais. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1891, l'artiste participe au renouveau de la fresque, à laquelle il consacre toute son énergie. Il partage d'ailleurs cette passion avec Georges Pradel, qui pratique également cet art. Ensemble, ils créent et président La Fresque, une association corporative visant à redonner à la fresque sa place éminente en recherchant tous les moyens d'application de cette technique aux matériaux nouveaux, ainsi que les améliorations à apporter dans la fabrication et le mode d'emploi des couleurs. Ils intègrent leurs anciens élèves de l'atelier des Beaux-Arts, qui participent également à la décoration de la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. Derrière la porte, immense, sculptée dans un feu ardent qui s'est imprimé sur le métal, les pages de l'histoire de Geneviève sont donc peintes dans la chaux. La sainte emprunte tous les visages de la douceur, sans jamais s'écarter de la simplicité. La fresque appelle la simplicité, y oblige même, et cette obligation est un élément de beauté. Mais le temps s'est emparé des couleurs. Il a blanchi les chevelures, flétri les peaux, gâté les fruits. Après un nettoyage méticuleux, ces peintures reprennent leur charme et leur coloris frais et pur, quoique sans doute légèrement atténués. Il revient à Marie-Lise de Castelbajac de rafraîchir ses 1500 mètres carrés de murs pour en dévoiler les secrets. En janvier 2013, elle commence son travail, entourée de son équipe, une dizaine de restauratrices qualifiées, qui s'appliqueront pendant tout le chantier à raviver les couleurs et révéler les lignes de ses peintures murales. La restauratrice veille à retrouver les techniques usitées par les fresquistes, se référant notamment à La Fresque, sa technique, ses applications, ouvrage publié en 1914, que Paul Baudouin laisse en héritage aux artistes comme aux historiens et aux restaurateurs. Elle pratique des analyses chimiques de l'enduit pour en connaître précisément la composition afin de le traiter au mieux. La restauration dévoile les secrets d'une technique picturale délaissée qui a pourtant traversé les temps depuis Giotto à la fin du XIIIe siècle. Ce qui la distingue surtout des autres décorations murales, c'est qu'elle n'a pas l'aspect d'une peinture appliquée sur un fond quelconque, tout en lui restant étrangère, mais ne fait qu'un avec le mur, devenant elle-même matière unique semblable à de l'émail mat. C'est pourquoi l'ensemble pictural de la cathédrale est unique. Il associe les talents de mains expertes qui ont su marier leur caractère, leur propre touche, en utilisant le pouvoir unificateur de la chaux et d'une palette savamment choisie. La palette confirme donc les conseils de Paul Baudouin. En résumé, la palette du fresquiste sera très sobre, et cette sobriété, la meilleure condition selon moi de la beauté de la fresque, en assure la longue durée et lui garde son caractère de haute simplicité. La variété des styles oblige à l'observation des peintures pour en déceler les auteurs qui n'ont pas toujours signé les fresques. On suppose en outre plusieurs correspondances graphiques entre certains séraphins de la voûte de la croisée du transept et les 4 vertus cardinales peintes par Pierre Poulain. La Restauration met en lumière un des auteurs des coupoles réservés aux évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. Raymond Feuillat signe la représentation le Saint Matthieu. L'artiste obtient le premier prix des arts décoratifs en 1924, préside le Salon d'automne en 1941. Présenté comme un orientaliste,
il apporte toutefois une idée nouvelle de la ligne avec un tracé sévère, prononcé, où semblent s'annoncer les dessins profanes d'Astroboy. Parmi les peintures, on discerne toutefois avec assurance les auteurs. En 1927, Léon Toublanc, aidé de plusieurs maçons, réalise la chapelle Sainte-Geneviève. Il pose d'ailleurs devant le poncif qui rappelle les descriptions de Baudouin. Ce carton, exécuté d'après les documents préparés, est donc posé sur le mur à la place que doit occuper la fresque, ainsi du reste que l'était celui des anciens maîtres. Comme le leur, il permet de reconnaître si l'échelle des figures est exacte et si la direction des grandes lignes de la composition s'harmonise avec le caractère et les proportions du monument à décorer. La sainte patronne de Paris, qui soulève délicatement l'emblème de la ville, est entourée des églises des villes où son histoire s'est écrite. Le fresquiste, qui dispensera par la suite des cours aux beaux-arts et aux arts décoratifs, compose le Christ en majesté en 1935. Le peintre travaille cette fois sans carton, car la courbe du cul-de-four rend son usage impossible. Composé selon une maquette, sans possibilité de repentir, le Christ dévoile son cœur sacré, entouré de part et d'autre de femmes dévouées à la sainte parole. À gauche Geneviève, à droite Jeanne d'Arc. Si les deux saintes sont clairement distinguées, il n'est pas rare de voir se confondre les deux figures dès le XVe siècle. Alors que Jeanne, la bergère, est réhabilitée en 1456, elle lègue son troupeau à la patronne de Paris. Dans un geste symbolique, le père Franck, secondé par Marie-Lise de Castelbajac, gomme les dernières poussières qui voilaient la fresque du Christ en majesté. Il revient à Le Maçon, dont le style s'inspire de la tradition italienne, de réaliser la fresque de la chasse en intégrant des portraits de ses contemporains. La scène témoigne de la légende de Geneviève, des miracles qui s'opèrent après sa mort. Alors que ces reliques attirent l'attention des pèlerins, les fillettes au premier plan rappellent la vocation de Geneviève. Cette vocation est décrite dans les deux fresques signées par Paul Baudouin. L'élève de Puvis de Chavannes suit les traces de son maître qui avait représenté Geneviève en 1877. Baudouin peint le premier miracle de la sainte. L'enfant guérit sa mère aveugle avec l'eau du puits, obtenant d'elle de poursuivre son destin exceptionnel. Un destin perçu d'emblée par saint Germain d'Auxerre et saint Loup qui bénissent la sainte. Les béatitudes sont chacune incarnées par un saint dont la vie fait exemple des préceptes du Christ. Georges Lusseau peint saint Vincent de Paul et sainte Thérèse. Jaladaire représente saint Louis et sainte Monique, dont la piété convertit Augustin, son fils. Pechméja, qui composera en 1935 les paraboles du filet rempli de poissons, du semeur, du pharisien et du publicain, peint saint François de Sales et saint François d'Assise. Pour ce dernier, il emprunte le visage rajeuni de Georges Pradel. Tandis que les vitraux surplombant le couronnement de la Vierge retrouvent leur éclat, la fresque se révèle comme le dernier testament de Baudouin. S'il rend hommage à Enguerrand Carton qu'il admire, le professeur se représente en outre de part et d'autre de la Vierge. Dieu le Père prend les traits de la maturité, quand la figure christique rappelle son visage de jeune homme. La fresque a néanmoins deux auteurs. À l'heure où la première campagne de fresque s'achève, l'artiste s'éteint, laissant à lui du sourd le soin de poursuivre son œuvre. Celui-ci immortalise la femme du maître, Jeanne du Ménil-Baudouin, qui incarne la Vierge. En 1935, Dussourd intervient durant la seconde campagne de fresque pour composer la parabole du Bon Samaritain. Il appose un sigle que l'on retrouve près de la signature de Toublanc sur la fresque du Christ en majesté. Il est possible que le symbole soit celui de l'association fondée par Baudouin et Pradel. Joseph Radan peint la chapelle Saint-Germain et Saint-Loup et le troisième panneau du déambulatoire consacré à la parabole de l'enfant prodigue. Noirci, abîmé par l'humidité, le déambulatoire retrouve peu à peu ses couleurs, après plusieurs traitements pour en extraire la poussière et les sels. Sa restauration révèle les talents de Marthe Flandrin et de sa proche amie, Élisabeth Faure. Toutes deux se rencontrent au groupe des catholiques des Beaux-Arts et travaillent ensemble sur plusieurs chantiers. Elles partagent le goût du voyage et la passion de la peinture monumentale. Marthe Flandrin, qui peint les paraboles de la maison bâtie sur le sable, du méchant serviteur,
des Vierges sages et des Vierges folles, est issue d'une dynastie de peintres. Elle trouve toutefois son propre style, moderne et inspiré. Elisabeth Faure obtient le second prix de Rome en 1935, l'année même où elle peint les paraboles de Livret, du riche insensé, du mauvais riche. Membre actif des ateliers d'art sacré, elle réalise des relevés de fresques pour les monuments historiques et forme des artistes yougoslaves à cet art. Elle reçoit le prix de l'Afrique équatoriale à la fin des années 50, confirmant son talent et sa maîtrise de la fresque. Myrthe Bayon-de-Vailly est la troisième femme fresquiste de cette équipe. Proche de Baudouin et de Georges Pradel, avec lesquels elle s'entretient longuement sur l'art et suit une correspondance, la peintre immortalise l'architecte dans la parabole de l'ami importun, son fils Denis Pradel dans la parabole du bon pasteur, et sa fille, Geneviève Pradel, dans la parabole du levain. Les fresquistes manifestent leur reconnaissance à l'architecte, qui disparaît avant d'avoir vu l'église achevée, et après s'être investi, tant dans l'édification du bâtiment que dans le choix esthétique de son décor. Grâce à une note retrouvée dans les archives de Georges Pradel, on peut également avancer qu'Étienne Hauville, membre de l'association, a participé à l'élaboration des fresques, sans néanmoins parvenir à en déterminer le travail. Si chaque fresquiste témoigne d'un parcours qui lui est aussi propre que son art, leur association sut rassembler ses différents talents pour mettre en œuvre des peintures originales. La Chaux conserve pour des siècles l'histoire d'une sainte qui traverse les âges et demeure infiniment moderne.